Bon, du coup, on va faire le débrief du match. On passe à la suite. Perso, le match, alors c'est pas qu'on le sentait arriver, mais à partir de la 50e, t'avais quand même une idée de ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et du coup, c'est en rapport avec la question, Ben Barrett, c'est t'as une bonne vision? Ouais, mais je sais pas comment vous expliquer. J'ai encore une meilleure vision que vous. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, moi j'ai trouvé la première mi-temps à chier. Je sais pas comment vous expliquer, il y avait aucun rythme. Il y avait vraiment aucun rythme. Je crois que sur 3 temps forts français, t'as 3 blessures anglaises qui coupent tout. Vous regardez, c'est George Martin, Ben Earl et Henry Slade. À chaque fois, alors pas à chaque fois parce qu'il y a d'autres temps forts, et je crois qu'il y a dû y avoir 5 temps forts français, tu sais, après des percées en avant, bon, la classique de Twickenham. Maintenant, il y a eu 3 temps forts français, et c'était dans les premières minutes du match. Hein. Je crois qu'il y a déjà un truc je crois que George Martin et Ben Earl, c'est sur les 15 premières minutes. 2 temps forts. Il y a 45 secondes, 1 minute de pause. Et je te jure, en fait, moi j'ai regardé le match tout à l'heure, je fais putain, on n'a pas vraiment cette impression parce qu'il y a les ralentis et parce que c'est pas une image fixe où on se fait chier. Nous, on était dans les tribunes et tu sais, je suis là, je suis avec ma petite bière et en fait, il se passe rien. Et je me dis, mais attends, mais ils font quoi les joueurs? Et tu vois les Anglais discuter. Et tu vois Ben Earl, tu sais pas vraiment s'il est blessé, tu sais pas si Henry Slade il a vraiment pris un shot, tu sais pas si George Martin c'est vraiment une vraie blessure. En fait, je me pose la question de est-ce que les Anglais ont pas fait ça exprès pour justement couper cet élan français qu'on connaît si bien, enfin qu'ils ont subi sur les 15-20 premières minutes la dernière fois, que les Français sont venus à Twickenham et qu'ils l'auront collé 53-10. Parce que sur les 20 premières minutes, j'ai juré, je suis parti 2 fois aux toilettes, parce que j'avais pris 2 bières et elles sont descendues vite, je n'ai rien manqué. Vraiment, je suis parti, il y a des mêlées, les mêlées aussi, je sais pas si la règle des 30 secondes est vraiment appliquée, et j'ai l'impression que on est sur 45 secondes, 1 minute pour toutes les mêlées. J'ai pas vu un arbitre encore qui faisait bah, bougez-vous. Là, tout à l'heure, Irlande-Écosse, oui, Écosse-Irlande, des mêlées qui sont à peut-être 1 minute. Et enfin, tu te dis, la règle, est-ce qu'elle est vraiment appliquée? Et pareil sur Angleterre-France, il y a des mêlées, tu te poses des questions parce que la France, bon, elle a ses défauts, etc. Mais elle joue avec un peu de rythme. C'est la meilleure chance possible pour tuer les Anglais qui, on l'a vu la semaine dernière, à partir de la 50e, sont morts physiquement si tu les fais enchaîner. Là, la première mi-temps, c'est pas que les Anglais étaient dans un fauteuil, mais c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont auto-mis dans un fauteuil pour justement continuer à avoir du jus. Et le fait que la France continue à faire des en avant, à pas prendre les devants au score, à pas faire le break, mais les mecs, les Anglais royaux, hein, ils demandaient que ça. Les breaks qui leur permettent de rester dans le coup, physiquement, et les en avant qui leur permettent de rester dans le coup au niveau du score. Voilà. Ils demandaient pas mieux en première mi-temps. Et je les ai même pas vus paniquer quand ils prennent le, peu importe l'essai français, ils paniquaient pas. Enfin, ils se rassemblaient. Enfin, il n'y avait pas de truc de oh, tu sais, des grands gestes, des grands discours, des bras en l'air. Il faut aller là, là, là. Non, ils parlaient juste. Allez, les gars, voilà, on y va, tranquille. Hein. Et ils nous ont répondu à chaque fois. Enfin, on regarde les essais. Bielbiarré marque 5 minutes après, c'est Lawrence. On a les pénalités de Ramos à la 49e et la 55e. Freeman répond. Et après, Pono marque à la 60e. Baxter répond 10 minutes après. On a à nouveau l'essai de Louis Bielbiarré. Ils répondent avec Elliot Daly. Enfin, les mecs, à chaque fois, ils nous ont répondu. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, alors 10 minutes, c'est pour Finn Baxter, mais les mecs sont restés en vie, quoi. C'est incroyable de les avoir laissés en vie. À la 20e, normalement, dans un monde où la PEG existe, il y a 21-0 à la 20e minute, en fait. C'est pour ça. Non, mais, alors, Papa Zulu, je sais même pas comment c'est possible de faire autant d'en avant. Et tout à l'heure, en plus, sur TikTok, je me balade avant d'entrer dans l'avion. Je vois une vidéo sur TikTok, je sais pas si vous êtes tombé dessus, des Anglais qui s'entraînent à se faire des jeux de passes de rapidité avec un ballon mouillé au savon. J'ai vu la vidéo, je fais non mais on a pensé à checker le ballon, tu sais, tu goûtes un peu le ballon, tu vois si ça a un goût savonné. Je sais pas, mais vraiment l'impression qu'il y avait du putain de savon sur le ballon, quoi. On s'est relâché inconsciemment après chaque essai, je sais pas. Mais au vu de ce qui s'est passé, ouais, on peut se poser la question, quoi. Parce que, je sais pas, enfin, franchement, sur ce plan-là, vraiment, la première mi-temps, il y a quasiment que ça à dire en dehors des en avant et de ce que j'ai dit sur le rythme. Parce que on se regardait, enfin, c'est pas qu'on se regardait, mais il n'y avait pas vraiment de grands trucs, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de grandes envolées, tu vois. Alors, il y a l'essai de Louis Bielbiarré, ok. Il y a l'essai de Lawrence, ok. Mais c'est sur c'est sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, déjà, je vous avoue que je comprends pas pourquoi on fait sortir Jalibert. Moi, j'ai adoré, par exemple, un truc intéressant en première mi-temps.
Je sais pas si vous l'avez noté, sur beaucoup de phases offensives françaises, c'était Thomas Ramos en premier receveur et Jalibert en deuxième, justement pour donner à Jalibert le ballon et avoir un peu plus d'espace que s'il était devant la défense. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors, ça n'a pas énormément profité à la France sur la première mi-temps, mais sur la deuxième, j'ai trouvé que si, jusqu'à ce qu'il sorte à la 60e. D'ailleurs, je crois que l'essai de Penaud, pas l'essai de Penaud, mais l'essai de Louis Bielbiarré à la fin, ça part d'un débordement de Jalibert qui fait la passe à Penaud, qui tape au pied en recentrage, et l'action se crée comme ça. Pareil, les ballons hauts, alors honnêtement, ça me fait mal de le dire, j'ai vraiment l'impression qu'on bosse pas dessus. Il y a deux choses sur les ballons hauts qui sont importantes. De un, la stratégie française. Je crois qu'il y a au moins peut-être une dizaine de coups de pied où tu te poses la question pourquoi on tape aussi loin, quoi. Et pourquoi on tape aussi mal? Il y a des ballons qui reviennent dans les mains de Marcus Smith. Alors Marcus Smith n'a pas fait un match exceptionnel. C'était un bon match, j'ai trouvé, dans la relance de Marcus Smith. Mais tu te poses la question de pourquoi on les a pas mis sous pression? C'est-à-dire que Marcus Smith, c'est pas bon dans les airs. Tommy Freeman est bon sur les ballons offensifs parce que lui, il a juste à sauter, mettre la main et la ramener dans son camp. Et après, Oli Slayton fait 1m80. Et je sais pas si on a mis en danger Marcus Smith dans ce match. Alors que c'était clairement la chose à faire. Pareil, Finn Smith, première mi-temps, on l'a pas trop vu. Deuxième mi-temps, il jouait dans un fauteuil. Il jouait libre. Je sais pas si je l'ai vu même pas se prendre une cartouche d'un troisième ligne après qu'il ait fait une passe, mais juste qu'un joueur le touche après avoir fait la passe. C'est juste pour lui instaurer mentalement que t'es quand même à une demi-seconde de te prendre un tampon, tu vois. Juste ça, mentalement pour un 10, s'il y a des 10 dans le chat, vous savez de quoi je parle, le troisième ligne qui vient de toucher, inconsciemment, ça te fait un truc. Alors, sauf si t'es Finn Russell et que t'as l'habitude, mais sur ce coup-là, contrairement, tu vois, par exemple, à ce qu'a fait l'Angleterre sur Sam Prendergast la semaine dernière, mais ouais, j'ai pas vu Marcus Smith et Finn Smith en danger sur des secteurs qui auraient pu les mettre en danger. C'est ça qui m'a gêné parce que, on l'avait dit dans la preview, on l'avait dit, les Anglais fatigués physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais peuvent être fatigués physiquement à partir de la 50e. On l'a vu face à l'Irlande. T'as juste à mettre du rythme, à enchaîner les temps de jeu. Pas forcément à porter la balle, mais à les faire courir. Tu les fatigues physiquement. Après la 50e, c'est plus facile. Qu'est-ce qui s'est passé? La première mi-temps, aucun rythme. Ils ont même pas dû rentrer au vestiaire en suant. Finn Smith, Marcus Smith. C'était censé être les deux points faibles de l'Angleterre. Finn Smith, pourquoi? Jeune 10, c'est sa première titularisation. Alors c'est un 10 génial, ultra défensif, qui plaque très très bien, il a aucun problème avec ça, mais offensivement, c'est je pense un 10 qui il reste encore 1 ou 2 ans avant, enfin 1 ou 2 années avant que, même avec la pression, il gère. Là, sur ce match, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas s'il a pas joué dans un fauteuil, quoi. À partir de la deuxième mi-temps, vu qu'en première, on l'a pas trop vu. Et Marcus Smith, je suis un fan de Marcus Smith, mais foutez-moi des ballons pour le challenger. Enfin, dégoûtez-le de ce poste de 15, quoi. Il a pas été, je sais pas s'il a été mis en danger une fois, quoi. Je crois qu'à un moment, j'ai souvenir d'un saut de Penaud qui dévie la balle et qui la ramène dans son camp. Mais en dehors de ça, comparé à ce que Ramos, Louis Bielbiarré et Penaud ont pris, l'Angleterre a pas été suffisamment mise en danger, quoi. Et puis même globalement, le banc anglais. Enfin, le banc anglais, quoi. Le banc anglais. On parle bien du banc avec Jamie George, avec Elliot Daly, et c'est les deux joueurs qui ont été le plus décisifs. Je trouve que Jamie George a fait un très bon match dans son poste de talonneur, ils n'ont pas manqué une touche, je crois, à partir du moment où il rentre. Et Elliot Daly qui passe une accélération pour la première fois depuis un bail, et c'est l'accélération où il faut aller marquer. Tu vois, Finn Baxter marque son essai, il a été bon. Joe Wise, j'ai pas l'impression de l'avoir trop vu. Chessom, il fait des bons impacts défensifs. Cunningham South, il n'est pas rentré. C'est-à-dire à quel point on avait besoin de... C'est qui est sorti? C'est Wills, donc à quel point on avait besoin de Curry et Earl. Et en fait, globalement, tu regardes, même Alex Mitchell n'est pas rentré. Donc en fait, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs anglais qui sont rentrés ont mis à l'amende les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui sont rentrés. On n'a pas fait rentrer Gaëton, tiens d'ailleurs, je ne l'ai même pas noté. Et ouais, et je sais, enfin, au Radou, on avait dit avant le début du match que ce serait le match qui nous permettrait de voir si c'était vraiment un deuxième ligne dont on avait vraiment besoin. Bah, résultat, non, quoi. Non. Enfin, il n'a pas eu énormément d'impact. Je crois j'ai dû le voir, 1 ou 2 bonnes actions, de bons plaquages, etc. Non. Jégo, ça se discute. Jégo, je me souviens qu'il ait fait un bon plaquage. Il a fait une bonne course sur... je sais plus sur quelle action offensive, mais voilà. Mais après, Michael Guillard, j'ai pas l'impression de l'avoir trop vu, alors que pourtant, j'y crois vraiment.
Baye, je sais pas trop s'il était dans le rythme. Alors Colombe, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait qu'il s'était un peu caché derrière les rucks, et cetera. Je vous avoue que j'ai pas fait un focus, spécial sur Colombe, donc je pense que je vais regarder le match demain matin pour me faire un avis. Moi, je me pose la question de: est-ce que le banc en 6-2 est une bonne idée? Parce que, enfin, on voit que, enfin, au final, on pourrait très bien se servir, par exemple, de Guillard en remplaçant, et l'autre remplaçant, c'est Joshua Brennan, quoi. Enfin, Guillard couvre 4 et 5. Joshua Brennan couvre 4, 6 et 7. Et après, tu mets Le Garec, tu mets Jalibert, tu mets Gaëton. Enfin, on voit qu'on a besoin de ce punch. On voit qu'on a besoin de ce punch dans la ligne arrière quand on galère un peu, quoi. Donc, je sais pas, mais je me pose la question de: est-ce que le banc en 6-2 est vraiment la meilleure option pour le 15 de France? Alors évidemment, je suis pas Fabien Galtier. Moi, je me pose juste la question de, parce qu'on l'a vu face à l'Angleterre, le banc français s'est fait mettre à l'amende par celui de l'Angleterre, alors que pourtant, quand tu les prends au cas par cas, bah, techniquement, ils sont plus jeunes, plus vigoureux, ils sont censés amener plus. Et au final, Djegou a bien amené. Le Garec, pas tellement, on peut lui reprocher des jeux au pied. Baye, je pense pas qu'on l'ait trop vu. Marchand, j'ai l'impression qu'il fait une bonne rentrée, ouais. Mais enfin, c'est pas assez de la part de tout le monde, quoi. On le voit. Donc ouais, est-ce que le 5-3 est pas est-ce qu'il revient pas en contention? Je sais pas, faut se poser la... Je pense qu'il y a une question à se poser, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Jalibert en 10 dans l'animation. Euh, et notamment, j'ai beaucoup aimé, alors, en défense, il a morflé, certes. On peut pas l'enlever, ça existe. Mais dans l'animation offensive, le fait de mettre Thomas Ramos, qui est plus un gestionnaire, en premier receveur, et d'avoir Jalibert dans ce rôle de 12, qui a un peu plus d'espace, qui peut un peu plus courir, voilà quoi, j'ai trouvé ça plus intéressant, pour avoir un peu plus de punch. Et je pense que un Jalibert qui arrive sur ses 60e, 65e minutes offensivement pour amener du punch, et avec les bons ajustements défensifs, et peut-être avec un peu de travail de sa part sur ce secteur-là, bah, peut-être que ça peut être la solution, ouais, mais bon. La première ligne n'a pas eu l'impact espéré. Bah ouais, mais même en mêlée, je crois que ça nous coûte 2 pénalités et un bras cassé. Alors, le bras cassé était assez tôt dans le match, donc tactiquement, peut-être qu'on peut s'en passer. Mais le 15 de France perd, et tu te poses la question de comment ça a pu se produire. Ouais, enfin, je sais pas, hein. Alors, par contre, j'ai vu tout un chacun. J'en ai parlé sur Twitter. J'ai pas vu de trucs sur l'arbitre. Ça m'a paru assez bizarre dans une défaite du 15 de France. Je pensais qu'il y aurait au moins X ou Y page pour Twitter qui aurait insulté Sadaron parce qu'il aurait fait telle ou telle erreur. Non. J'ai vu des débats sur Jalibert, évidemment. J'ai vu des débats sur Oradou, et j'ai surtout vu des débats sur Galtier. Est-ce que Galtier est l'homme qu'il faut? Est-ce que si? Est-ce que ça? Moi, j'ai quand même noté d'autres choses qui m'ont un petit peu inquiété. On en a parlé tout à l'heure. Dans le jeu aérien, on n'a pas de joueurs qui excellent. On a des joueurs qui sont bons. On n'a pas des joueurs qui excellent, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a pas de contest sous la balle, ou que en fait c'est juste le joueur qui doit résister au choc du joueur, enfin du défenseur qui monte pour le plaquer, ça va. Tu vois, Ramos arrive à gérer. Dès qu'il y a un contest aérien, c'est chaud, quoi. C'est chaud, et j'ai pas les pourcentages de duels aériens perdus, mais il y en a au moins 2 ou 3 par match de duels sans les escortes. En plus, ça devient super dur. Enfin bref, voilà, je sais pas, en fait, je sais pas, ouais. Même en touche, tu vois, enfin, tu vois que l'absence de Flamand, elle fait mal à la gueule quand même. Enfin, franchement, en fait, en l'absence de Flamand, il y a beaucoup moins de certitude. Ouais, c'est vraiment la certitude qui manque, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sans Flamand, tu sais très bien que ça va être. Alors, je crois que. Je sais pas qui est le capitaine de touche d'ailleurs. Je sais pas si c'est Roumat. Moi, j'ai vu Boudouan faire des appels, des trucs comme ça. Tu fais sauter Cross, tu fais sauter Boudouan. Je me souviens pas d'avoir vu Aldrid sauter. Mais tu fais sauter Roumat. Tu fais certainement pas sauter Meafou. Mais ouais. Franchement, je sais pas quoi dire, quoi. On est sur un match. C'est pas qu'il est imperdable, parce que c'est tellement arrogant de dire ça, mais en fait, c'est vraiment une défaite de l'ordre de celle de l'Afrique du Sud, parce que t'as, sans déconner, tu dois avoir peut-être une dizaine d'occasions de tuer le match. C'est même dans la première mi-temps, tu te dis, je crois qu'on est sur la première mi-temps, il y a 4 occasions d'essai franches, 3 peut-être, qui sont loupées sur des en avant, quoi. Enfin, je sais pas si on a déjà vu ça sur le mandat Galtier. C'est Non, mais on peut se poser la question de: est-ce qu'on a déjà vu ça sur le mandat Galtier aussi peu? C'est pas de l'inefficacité offensive, parce qu'au final, on y arrive à cette ligne d'en but. On arrive à se créer les occasions.
est-ce que c'est pas la première fois qu'il y a autant de maladresse, quoi? On en a vu des maladresses, des petites fautes au mauvais moment face à l'Irlande, quand on perd face à des Pays de Galles, face à l'Écosse, où tu as des regrets. Mais est-ce qu'on a déjà eu autant de regrets après un match du 15 de France que celui-là en dehors de l'Afrique du Sud, quoi? Même quand, je crois, quand le 15 de France perd en Irlande en 2023, bah, tu te dis, ouais, bah, les joueurs ont été concassés, 46 minutes de temps de jeu effectif. Physiquement, ils sont morts, ça s'est vu, ça a lâché mentalement. Et je pense qu'il n'y a pas autant de déception qu'aujourd'hui. Parce que, franchement, c'est une défaite ultra violente à la tête, quoi. Maladresse ou suffisance? C'est une bonne question. Sur certaines actions, tu te dis peut-être, ouais, alors tu aurais peut-être pu éviter de faire ça. Mais non, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de maladresse, quoi. Enfin, quand tu vois Dupont lâcher un ballon, tu vois pas Dupont tous les jours lâcher un ballon à 10 mètres de l'embut, quoi. C'est rare. Et enfin, évidemment, le mec est de marbre et il le fait pas ressentir, mais il a dû se dire, putain, comment ça se fait, quoi. Et vous avez déjà vu Antoine Dupont louper un essai comme ça à 10 mètres de l'embut? Non, c'est pas possible. Pas 10 ans en arrière, mais moi, c'est vraiment, j'avais l'impression de revenir à l'Afrique du Sud parce que en vrai, c'était les mêmes erreurs que l'Afrique du Sud. Quand on regarde, c'est les mêmes erreurs que l'Afrique du Sud. Alors, eux, ils ont marqué des essais, ils se sont peut-être un peu plus fatigués que l'Afrique du Sud. C'est vrai, alors que les 3 essais de l'Afrique du Sud, les mecs ont fait des sprints de 40 mètres, c'était terminé. Contre l'Angleterre, c'est pas tellement les essais que les Anglais ont marqués qui étaient importants, c'est ceux que les Français n'ont pas marqués. Parce que là, les occasions manquées, non mais c'est même pas on se complique la vie. Atomique. Et en plus, j'ai même pas eu l'impression de voir les joueurs fatigués, tu vois, à la fin du match. Alors, il y a eu le petit dégueulis de Louis Bielbiarré, mais tu te poses la question de quel travail, quelle quantité de travail, alors que ce soit sur le terrain ou que ce soit en dehors, quel genre de travail, quelle quantité de travail va falloir à cette équipe de France pour retrouver cette espèce d'harmonie, de confiance, de certitude qu'il y avait en 2022 et même en 2023 sur le tournoi Destination. Parce que c'est vrai que la France perd en Irlande, mais quand après elle va gagner 53-10 en Angleterre, c'est pas que l'Irlande est oubliée, mais tu te fais pardonner, tu vois. Et moi, je me pose la question après cette défaite du 15 de français. Maintenant, je vous pose la question dans le chat. Est-ce que pour vous, c'est un tournoi à destination raté si l'Irlande s'impose face au 15 de France? Je vous parle même pas de manière. Je vous parle même pas de si si le 15 de France prend 40-10 ou qu'on perd 19-18, tu vois. C'est vraiment, est-ce que si le 15 de France perd en Irlande, c'est un tournoi à destination loupé, raté, et pas un fiasco, parce que fiasco, ce serait perdre contre l'Écosse ou contre l'Italie. Mais est-ce que ce serait un 6 raté? Oui, parce que cette Irlande est beaucoup plus prenable qu'en 2023 et 2024. Gâché sûrement, bah oui, c'est raté compte tenu de la génération actuelle. C'est pas illogique au vu des calendriers, mais décevant au vu de nos espoirs, pas de sentiment de progression. Je suis entièrement d'accord avec ça, du Serious Gamer, tu vois. Moi, ça m'aurait pas dérangé, tu vois, qu'on finisse 3e. J'aurais pas dit que c'était raté, parce qu'au vu du calendrier, ça aurait été compliqué. Mais qu'on perde en Angleterre, ça aurait été un scénario normal où les Anglais sont extrêmement bons, ils nous opposent des choses qui nous mettent en difficulté, etc. Où en fait, on donne 100%, mais ça échoue. En vrai, tu dis, ok, tu perds en Irlande, on repart sur 45 minutes de temps de jeu effectif. Tu perds au physique. Bon, tu dis, ok, tu perds. Tu dis, ouais, année impair, etc. 3 déplacements, c'est fatigant, etc. Bon, tu dis pas que c'est raté, tu dis que c'est dommage. Mais voilà. Mais là, la manière dont tu perds face à l'Angleterre t'oblige à faire quelque chose de grand en Irlande. Même, j'ai pas envie de dire même si tu perds, mais tu es obligé de montrer un autre visage. D'abord contre l'Italie. L'Italie qui, alors, ça a été un match infâme. Hein, ça a été un match horrible face à l'Écosse. Face au Pays de Galles. Mais si tu perds en Italie, l'Irlande, t'as intérêt à y gagner. Honnêtement, t'as intérêt à y gagner parce que sinon, là, j'espère que Jalibert jouera pas. Parce que si Jalibert est titulaire et qu'on perd en Italie, il aura beau avoir fait un match 8 sur 10, headlines. Ça va être la faute de Jalibert et puis on va trouver... Et je sais pas, non mais enfin... Franchement, c'est... Il y a un monde où on perd en Italie, mais bien sûr, Guillaume, mais bien sûr qu'il y a un monde maintenant où on perd en Italie. Mais les gars... Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end? T'arrives avec le boulard un peu trop gros en Irlande, en Italie, tu peux faire les mêmes erreurs. Hein. Alors je pense pas qu'ils les referont. Parce que bon, tu les fais une fois, ok, 2 fois, faut se poser des questions. Mais il suffit qu'il repleuve en Italie, comme ça a été le cas ce week-end. Putain, météo de merde à Rome, mais c'est incroyable ça. Météo de merde, les en avant, jusqu'à la 70e, t'es devant, mais ils sont encore là.
On peut repartir sur un truc où voilà. Hein. Mais non, mais Galtier partira pas. On peut pas le payer. Kouranov, il a signé jusqu'en 2027. Et la Fédé a pas l'argent pour virer Galtier. Et puis même, tu prendrais qui, quoi? Enfin non, mais c'est la question. Imagine, allez, on perd, le 15 de France perd tous ses matchs jusqu'à la fin du 6 Nations. C'était la question de Thomas Corbet tout à l'heure sur Twitter. Tu mets qui à la place de Galtier? Qui est disponible aujourd'hui pour être sélectionneur du 15 de France et qui a la carrure? Il y a personne. Il y a personne. Non mais Mola, c'est en 2027 techniquement. Les gars, c'est dans son contrat, Mola, qu'il a une porte de sortie. En 2027, si la fédération lui propose le poste, Mola devient sélectionneur du 15 de France. Il y a, je pense, 60-70% de chances que ça arrive, que ce soit lui. Parce que c'est une suite logique. Mais pour ça, il faut d'abord que Galtier finisse. Si Galtier termine maintenant, ça se termine après le 6 Nations, il faut nommer quelqu'un. Si ce quelqu'un, ça marche plutôt bien, c'est pas Mola. Hein. Mola, du coup, en 2027, il pourra pas parce qu'il y aura déjà quelqu'un qui aura peut-être signé un contrat, etc. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais franchement, en fait, je comprends le schéma de pensée de c'est impossible que le 15 de France perde en Italie. Mais les gars, après avoir vu ce qui s'est passé ce week-end, vous vous dites pas, en vrai, c'est franchement, vous vous dites pas, en vrai, il y a moyen, tu vois. Je pense qu'avant le match contre l'Angleterre, il y avait peut-être 5% de chance que l'équipe de France perde en Italie. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus sur les 20%, tu vois. Voir un tel degré d'erreur. Non, mais les gars, 20%, c'est une chance sur 5. Ça reste faible, mais ça augmente. Parce qu'on a vu ce week-end que le 15 de France a fait un nombre d'erreurs sans être... En plus, le pire de ces erreurs, c'est que c'est même pas des erreurs provoquées par l'Angleterre. Il n'y a pas eu de pression anglaise complètement terrible. Vu je pense qu'ils étaient dans la stratégie de sauver l'énergie pour la fin du match. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis l'énorme pression qu'ils ont mise face à l'Irlande. Mais l'équipe de France s'est vraiment foutu la tête au fond du seau toute seule, quoi. C'est ça le pire, quoi.